Monsieur Florent Kelly, ici présent, est professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers. Il est aussi membre du laboratoire TEMOS, Temps, Monde, Société, UMR 9007. Il est aussi titulaire de la chaire CNRS, Histoire de l'alimentation des mondes, de 2010 à 2015. Les thématiques qu'il a pu travailler au cours de son histoire sont les cultures de l'alimentation dès le 15e jusqu'au 18e siècle, l'histoire du végétal. Il est aussi membre du comité de rédaction de la revue européenne Food et History et du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Ces différents ouvrages sont Des fruits et des hommes, publié en 2003, Histoire du jardin potager, publié en 2012, Festin, ripaille et bonne chère au grand siècle, 2015. Il a été aussi co-directeur fondateur de la collection Table des hommes, éditée par les presses universitaires François Rabelais de Tours. Il a récemment dirigé le volume collectif Histoire de l'alimentation de la préhistoire de nos jours, publié en 2021. Monsieur Kelly va maintenant vous présenter pendant 3 quarts d'heure sa conférence intitulée Bec comme chou, pas si sûr, le potager, une longue histoire culturelle. Et vous pourrez, à l'issue de cette conférence, lui poser quelques questions. Merci d'écouter Monsieur Florent Kelly. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs des salons de Choiseul. C'est la 3e fois, je crois, que je viens. C'est toujours un plaisir de venir. Aujourd'hui, je vais évoquer la question du potager en partant de cette expression française, un bête comme chou. Buis comme chou n'existe pas. On parle de jardin de l'intelligence pour les jardins dits à la française. On parle de jardin sensible pour les jardins dits anglo-chinois. On n'utilise pas les mêmes qualificatifs pour le potager, et pourtant, le potager est central dans notre histoire, est encore central aujourd'hui. Le premier jardin de la culture occidentale, le jardin biblique, est un jardin nourricier. Le premier jardin de la littérature occidentale, le jardin d'Alcinous dans l'Odyssée, est un jardin nourricier. Et moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire des jardins potagers en accent sur l'époque moderne, en essayant de vous montrer que le jardin fruitier potager est un lieu central si on veut comprendre le fonctionnement d'une société, soit une société ancienne ou une société actuelle. Et je partirai d'une véritable fièvre bâtisseuse qui touche les campagnes françaises au XVIIe, XVIIIe, avec un certain nombre de maisons de campagne construites, édifiées autour des villes. Elles portent différents noms en fonction des régions où on se trouve dans le royaume de France. Donc ça peut être une campagne, ça peut être une maison des champs, une maison de plaisance, ça peut être une bastide provençale, ça peut être un Mazel nîmois, une chartreuse bordelaise, une retenue rennaise, ça peut être une malunière autour de Saint-Malo, peu importe. Dans tous les cas, vous avez un jardin fruitier potager associé à ces constructions, des constructions qui sont là pour indiquer un statut social, qui sont là pour indiquer une position, un rang dans le siècle, et obligatoirement, ces maisons sont associées à un potager. Ces maisons de campagne, ça peut être un simple pavillon, ça peut être Versailles. Versailles est une maison des champs, et à chaque fois, on a un potager, alors que nous avons affaire à des élites qui ont les moyens d'acheter des fruits et légumes sur les marchés. Et ces élites préfèrent produire ces fruits et légumes dans leur potager. Les potagers se retrouvent également à l'intérieur des villes. Les hôtels aristocratiques sont également dotés de jardins fruitiers potagers. Et lorsque vous avez des visiteurs qui viennent dans le Royaume de France, le potager est un lieu que l'on va visiter, que l'on va voir. Et on se fait un plaisir de les montrer. Donc c'est cette centralité du jardin que je voudrais vous montrer avec l'étude de cas de l'Ancien Régime, en vous montrant dans un premier temps que le jardin est une organisation domestique de la nature. Il y a une dimension domestique essentielle. Le jardin est la main de l'homme, est avant tout la main de l'homme. C'est la nature que l'on aime, c'est-à-dire une nature qui est totalement domestiquée, modifiée, mais c'est cette nature-là qui intéresse les élites à l'époque moderne. Et concernant donc, cette organisation de la nature,
Le jardin fruitier potager n'est que un des espaces du parc aristocratique sous l'Ancien Régime. Il y a un parallèle à faire entre la spécialisation des espaces dans le bâti intérieur et la spécialisation de l'espace dans les jardins. La spécialisation de l'espace commence par le jardin et après va se retrouver dans le bâti intérieur. Là, vous avez un document particulièrement intéressant qui est un plan relief d'un château à proximité de Versailles, le château de Bellevue, construit au XVIIIe pour Madame de Montespan, favorite en titre de Louis XV, et qui sera après un domaine racheté par la famille royale, et Madame Pompadour, pardon. Madame Pompadour, favorite en titre de Louis XV, et domaine qui sera ensuite racheté par la famille royale. Vous avez donc le château. À côté du château, vous avez le commun. À proximité des communs, vous avez le jardin potager, ce qui est assez logique. Vous avez une articulation entre le jardin potager et les cuisines. Donc il y a toute une organisation de l'espace rationnelle. Mais vous avez également tapis verts, bosquets, vous avez également des parterres, vous avez différents éléments qui constituent le jardin aristocratique, et le potager ne représente qu'une partie de ce jardin aristocratique, ici à peu près 1/7 de la superficie. Alors ce jardin fruitier potager peut s'organiser de deux grandes manières à l'époque moderne. Il peut être organisé d'une manière qu'on appelle des jardins coupés, c'est-à-dire compartimentés. Vous avez l'exemple ici avec le potager du roi à Versailles, 9 hectares quand même de production de fruits et légumes. Jardin qui existe toujours aujourd'hui et qui produit toujours des fruits et des légumes. C'est un jardin donc, avec un parterre central qui est entièrement entouré d'enclos, de chambres à fruits, où on spécialise la production. Et donc vous avez des jardins qui sont spécialisés dans la production d'asperges, dans la production de melons, etc. Et vous avez 29 clos autour du parterre central. On appelle ce type de jardin un jardin coupé. Alors évidemment, c'est le côté exceptionnel, on est à Versailles. À côté, je vous ai mis un autre exemple d'un jardin aristocratique, cette fois 18e. La Roche-Guyon, un château qui appartient à la famille des La Rochefoucauld, qui est une des grandes familles aristocratiques françaises, 2,8 hectares, et là vous avez un seul et unique mur de clôture, et à l'intérieur du mur de clôture vous avez des parterres avec les légumes indiqués et des arbres fruitiers taille naine qui sont plantés autour, plus des espaliers le long du mur, et vous pouvez avoir un mixte des deux, à la fois donc à l'intérieur du mur de clôture différents parterres de légumes avec les fruitiers plantés autour et des chambres à fruits. C'est le cas ici pour cet autre potager aristocratique de la région parisienne. Ce jardin fruitier aristocratique, potager aristocratique, est à la fois un jardin d'agrément et de production. L'erreur est de croire qu'un jardin potager est uniquement un jardin de production. En fait, le jardin potager a toujours été utilisé également comme un jardin d'agrément. Et on le voit par l'organisation de l'espace. On respecte la logique du jardin dit à la française, avec une nature qui est architecturée, la symétrie qui est respectée, de larges allées sablées, des perspectives, des vues, des terrasses, des escaliers en pierre, des bancs en pierre. Donc tout ça montre bien que c'est un jardin qui se montre, qui est un jardin, on n'a pas honte du jardin potager, l'heure n'est pas encore à cacher le jardin potager, il est totalement inscrit dans les canons du jardin dit à la française. On le voit par exemple avec la pièce d'eau, la pièce d'eau qui a trois intérêts dans le cadre de la gestion d'un jardin fruitier potager. C'est une réserve d'eau pour pouvoir arroser. L'arrosage est une véritable corvée dans le jardin potager, notamment les étés secs. C'est une manière également de drainer le terrain si jamais on en a besoin, ce qui est le cas à Versailles, puisqu'à Versailles il y a trop d'eau stagnante et il n'y a pas suffisamment d'eau vive. Et c'est également un critère esthétique. Dans un jardin, il faut obligatoirement un jet d'eau, il faut obligatoirement la pièce d'eau. Ce qui montre bien que nous avons un jardin qui est totalement intégré dans le parc. On le voit ici avec cette carte à jouer, une sorte de jeu de loto
du XVIIIe qui nous représente le jardin potager, ce qui montre bien que le jardin potager est associé au plaisir, à la galanterie, au jeu, aux collations. Il y a tout un imaginaire ultra positif du jardin potager. Le jardin potager est l'antonyme de la guerre dans la société d'Ancien Régime. La société d'Ancien Régime est une société où la guerre est centrale, mais il y a un contre-espace qui est le jardin. Et donc, il faut comprendre les deux pour avoir une bonne idée du fonctionnement de la société d'Ancien Régime. Et là, on voit la présence de l'architecture, les bancs, les terrasses, les figueries. On pourra parler des serres un peu plus tard. Vous avez ici les châssis pour pouvoir produire des melons toute l'année, et donc il y a un côté très moderne, très technique dans les jardins fruitiers potagers, et on retrouve le principe des chambres à fruits, comme dans le plan de Versailles, ces murs qui montrent bien que nous avons bien affaire à une architecture dans le jardin. Et cette architecture dans le jardin, il y a un jeu entre le jardin et l'intérieur, entre le bâti et le jardin. Un élément qu'on peut voir avec l'espalier. L'espalier qui est la grande innovation horticole du XVIIe siècle français, c'est une innovation française. Le principe de l'espalier, c'est de planter un arbre le long d'un mur, ce qui oblige à la taille de l'arbre, taille de formation et taille de fructification, ce qui va permettre d'obtenir des fruits qui sont plus gros, plus sucrés, plus savoureux que ceux de l'époque médiévale. Et pendant la journée, le mur va accumuler la chaleur du soleil et le mur va redistribuer la chaleur dans la nuit, ce qui permet de gagner quelques degrés et donc ce qui permet de pouvoir accélérer le cycle végétatif. Et quand on joue avec les différentes expositions d'un mur, on peut soit retarder, soit au contraire avancer. Ce qui est une véritable prouesse technique dans un XVIIe siècle qui est marqué par un refroidissement du climat. Le climat a une histoire. Le XVIIe est une période de refroidissement climatique. Le jardin fruitier potager répond à ces contraintes-là avec évidemment une société qui est une société absolutiste où il y a la volonté de dominer la nature, et de le montrer. Et l'espalier le montre. Or, l'espalier, c'est quoi? C'est une tapisserie. C'est une tapisserie à l'intérieur des habitats aristocratiques. Vous avez des tapisseries depuis l'époque médiévale, et dans les tapisseries, vous avez en principe toujours cette bordure où vous avez des fruits et légumes, et très souvent le thème de la tapisserie est un thème horticole, en tout cas qui renvoie à la nature, et vous avez un parallèle à faire entre l'espalier dans le jardin, tapisserie végétale, et la tapisserie en laine, en soie, qui elle est à l'intérieur et qui renvoie également au plaisir du jardin. Cet élément du jardin et ce lien entre la nature, le jardin, l'habitat, on le voit très bien également dans la mode des confitures, qui est une des grandes caractéristiques de la culture alimentaire des élites à l'époque moderne. Là, vous avez une allégorie du goût. Cette femme de la bonne société nous indique le goût, on le voit à la position de ses mains, et elle nous indique le goût par les confitures qu'elle a réalisées. On voit que vous avez sur une table des assiettes, tasses et assiettes à confiture. Les assiettes, c'est pour les confitures sèches, les pâtes de fruits, par exemple. Et la tasse à confiture, ce sont pour les confitures liquides, par exemple les fruits au sirop. Et de l'autre côté, vous avez des fruits frais qui sont sur une banquette, et vous pouvez remarquer que la fenêtre est ouverte. Et donc cela veut dire concrètement que les fruits frais proviennent du jardin de la maison. Ils proviennent du jardin de la maison, et donc on retrouve ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et si vous regardez bien la composition, vous avez une verticale qui est brisée, mais qui est très présente, verticale sur le devant de la scène, qui va être brisée par la main de cette femme, qui est la première verticale, et la verticale, on va la retrouver de l'autre côté du personnage féminin, grâce au coude, grâce au lien entre la main et le coude. Et si on fait le lien entre ces deux verticales, on a les confitures d'un côté
et on a l'iconographie des fruits et légumes de l'autre. On a cette bordure, la bordure des tapisseries, ce qui montre bien que pour les élites, on fait le lien entre le jardin, les confitures et la production artistique, iconographique. C'est un élément que l'on peut voir avec les natures mortes. Le XVIIe siècle est un grand siècle des natures mortes, et si vous voulez bien comprendre les natures mortes, en fait, il faut les associer à l'engouement pour le jardin et à l'introduction de la canne à sucre en Amérique. Vous allez avoir une augmentation de la production du sucre importante à l'époque moderne, à partir du moment où Christophe Colomb, dans son deuxième voyage, introduit la canne à sucre en Amérique. Essentiellement, pour le premier boom sucrier, ce sera le sucre brésilien, dans les années 1560, 1650, 1640, et ensuite le boom antillais, mais qui est dans la même logique en fait d'augmentation de la production de sucre. Et vous avez également les confitures réalisées par le sucre des Antilles et par les fruits du jardin potager aristocratique. Les trois sont liés, et lorsque l'on regarde ces natures mortes, on voit qu'il y a une très très belle imitation de la nature, il y a une prouesse technique, il y a un rendu naturaliste particulièrement poussé. On voit qu'il y a des fruits qui sont parfois très mûrs, limite abîmés. On voit des petits défauts. On voit également des insectes sur ces fruits. D'une manière très classique, les historiens de l'art vont expliquer que c'est une vanité et que c'est une façon d'évoquer la pourriture ou le fait qu'il ne faut pas s'attacher au plaisir de ce bas monde. On peut le comprendre totalement autrement. On peut le comprendre tout simplement comme la représentation très réaliste des fruits qu'on a dans son jardin, destinés à une population qui sait à quoi ressemble un fruit mûr. Et absolument pas obligatoirement une réflexion sur le temps qui passe. Là, vous avez une autre nature morte où on retrouve les insectes, on retrouve une limace, et vous avez une sauterelle, et les fruits sont particulièrement frais. On le voit avec des gouttes de rosée sur les artichauts. Et dans ce cas-là, on peut très bien comprendre la présence des insectes, non pas comme une référence à la corruption, mais simplement une référence à la fraîcheur. On vient de les cueillir dans le jardin, donc c'est normal qu'il y ait des insectes. Des fois, il faut simplement une question de bon sens quand on travaille sur l'iconographie de l'époque moderne, sans forcément vouloir intellectualiser trop. En tout cas, quand vous n'avez pas de tête de mort représentée dans le cadre d'une nature morte, on n'est pas dans des vanités, on est simplement sur le bon goût que l'on doit avoir pour les fruits et légumes à l'époque moderne. Et ce sont quasiment des portraits de fruits, en fait, qui indique ce que l'on doit faire quand on appartient au bon monde, quels sont les fruits et légumes à la mode, ceux que l'on doit avoir dans son jardin. Et vous avez également une invitation à goûter les fruits, qui est particulièrement visible ici sur ces différentes présentations. Cette mode des confitures, on la voit donc également, outre par rapport aux natures mortes, par la multiplication des traités de confiture qui montrent bien qu'on n'est plus dans les traités de secret de l'époque de la Renaissance, mais on est sur un savoir-faire qui tend à se banaliser sur les confitures sucrées. C'est un élément qu'on voit avec la multiplication des traités au XVIIe. Et si je reprends à la fois les natures mortes et le sucre et la notion de confiture, on s'aperçoit que dans les deux cas, l'objectif est le même, c'est de conserver les fruits en leur naturel. Et si vous regardez la boîte qui est en dessous de ces prunes, cette boîte pour nous, ça ne nous évoque pas grand-chose, on a l'impression que simplement pour relever un petit peu le plat et avoir une mise en scène plus intéressante, la vue plongeante sur les prunes. En fait, si on ouvre la boîte, et donc si on essaye de se mettre dans le regard du XVIIe, c'est ça qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire des confitures, c'est-à-dire des sucreries, ce qui veut dire concrètement que lorsque vous avez une nature morte et qu'on essaye de se positionner dans la peau d'un contemporain du XVIIe, des élites qui pourraient regarder ce tableau, on y voit des confitures et des fruits confits, évidemment, on y voit également des fruits frais, et on y voit évidemment une nature morte qui renvoie à l'habitat.
les fruits frais renvoient au jardin et les fruits confits renvoient à la collation, c'est-à-dire tout un plaisir, galanterie, et là on retrouve le jeu, le rapport à l'alimentation et tout le symbolique qui peut être attaché à l'alimentation. Et le jardin fruitier potager va donc être associé à un idéal politique qui est l'idéal du bon ménager, qui est un idéal qui est diffusé en France à partir de la fin des guerres de religion, lorsqu'il y a une volonté de reconstruction du pays et d'essayer d'appliquer la paix civile. C'est pas innocent qu'on passe par le jardin, hein. Le jardin, toujours, c'est antonyme de la guerre. Et cet idéal du bon ménager, on l'a notamment dans le théâtre d'agriculture, hein, d'Olivier de Serres, qui est vraiment cet appel à vivre de son domaine, mais également à avoir une concorde civile entre protestants et catholiques. Et le potager va être central dans cet idéal du bon ménager. Vous avez deux livres importants dans l'histoire des cultures alimentaires et de la culture horticole française, publiés la même année, 1651. Le cuisinier François, qui est le premier témoignage imprimé de la nouvelle cuisine française, hein, celle qui annonce la cuisine actuelle. Et la même année, vous avez le jardinier François, qui est un des premiers traités d'horticulture moderne, au sens actuel du terme, où il n'y a pas des greffes merveilleuses venues de l'Antiquité, où il n'y a plus les secrets, mais on a vraiment un discours qui se met en place, qui est très moderne dans ce 17e. Il y a une modernité horticole, il y a une modernité culinaire, et dans les deux cas, on met français dans le titre. Français, ça veut dire la France du nord de la Loire et de l'Île-de-France, c'est-à-dire la France du pouvoir politique, économique, religieux, et c'est le modèle culturel qui est développé par les Bourbons. C'est ça qu'il faut comprendre derrière François. Et dans cette nouvelle cuisine française, il y a une valorisation importante des légumes. C'est un élément qui avait été montré par Jean-Louis Flandrin, qui était le grand historien de l'alimentation dans la seconde moitié du XXe siècle. Il avait compté le nombre de recettes dans lesquelles le titre comportait un légume, et il a vu qu'il y avait 24 légumes différents pour le 14e, 15e, 57 pour le 18e, et on voit qu'il y a une augmentation importante de la consommation des légumes, alors, pas les légumes de garde, pas les légumes paysans, mais les légumes considérés comme subtils et adaptés à des estomacs perçus comme étant particulièrement délicats, donc les primeurs, les asperges, les artichauts, les champignons, les salades qui sont particulièrement importantes. Et je vous ai mis en regard un frontispice, cette gravure qui ouvre un traité à l'époque moderne dans lequel vous avez l'intérieur d'une maison des champs. On a les communs derrière, donc très probablement ici les cuisines, et vous avez différents domestiques. Vous avez un qui porte une viande lardée, un autre un pâté, ça ressemble à une sorte de calzone, ce sont les pâtés de l'époque moderne, c'est-à-dire de la pâte avec une farce à l'intérieur. Le pâté en croûte est un pléonasme, un pâté c'est une terrine à l'époque moderne. Vous avez un domestique qui porte du vin, et vous avez un jardinier, le jardinier qui va permettre de faire une manchère à la française, parce que pour la cuisine française, il faut le bouquet garni, et le bouquet garni va venir du potager. Il faut une salade pour accompagner le rôt, il faut des fruits pour la dernière séquence du repas, qu'on appelle le dessert chez les bourgeois, mais qu'on appelle le fruit à la cour de France, puisqu'on va présenter le fruit essentiellement. Et vous avez un nouveau mobilier de cuisson qui va être essentiel pour préparer cette nouvelle cuisine française qu'on appelle le potager. Le potager, c'est l'ancêtre du piano, tel qu'on a encore dans les restaurants, la gazinière si vous préférez. Et le potager, c'est une innovation italienne, Renaissance, qu'on va retrouver en France au XVIIe, surtout au XVIIe, ça va se diffuser. Vous avez sur un même plan de cuisson plusieurs réchauds, et vous pouvez avoir plusieurs feux d'intensité différentes, ce qui était impossible avec une cheminée. Donc il y a des progrès techniques sur cette cuisine, et il se trouve que le terme que l'on donne pour désigner ce mobilier de cuisson, c'est potager, ce qui n'est pas innocent. Ce qui montre bien qu'on reconnaît l'importance du potager dans cette alimentation aristocratique qui rentre dans la diplomatie française. Il faut imaginer que la table française, c'est un des grands atouts de la diplomatie française au XVIIe, XVIIIe. Et ce jardin fruitier potager va être une vitrine du bon goût et de la modernité. Le bon goût, on l'a vu avec la nature morte, qui indique le bon goût. La modernité, on a pu commencer à en parler avec le potager en tant que mobilier de cuisson. Cette modernité,
on le voit par le fait qu'on parle du jardin. On parle du jardin fruitier potager, on le montre, on le visite. Là, une gravure extraite du jardinier François. Vous avez deux types de jardiniers. Vous avez les jardiniers hommes de peine qui réellement suent, transpirent, manient la bêche, etc. Et les jardiniers, ils se considèrent également comme jardiniers, ce gentilhomme et cette dame, qui n'ont jamais touché une bêche de leur vie, évidemment, mais qui commandent et donnent des ordres avec le bon langage, parce qu'ils ont les livres qui permettent de codifier le langage et donc de montrer qu'on a les connaissances. Le XVIIe, c'est le siècle des académies, et le langage est essentiel dans la construction culturelle du XVIIe, et les livres de jardinage qui se multiplient au XVIIe ont comme objectif d'enseigner le bon goût, les bonnes variétés à cultiver et le bon vocabulaire. Et donc là, on voit que ce gentilhomme est en train d'expliquer qu'on va probablement planter des espaliers, et il obtient ainsi son brevet de gentilhomme, si je puis dire ainsi en tout cas. Et on retrouve également le jeu de séduction entre l'homme et la femme. Lieu de modernité avec la nature domestiquée, la taille est née dans les jardins. Le principe de la taille paraît dans les jardins. Alors c'est un élément qu'on savait depuis très longtemps, Marc Bloch le dit déjà dans les années 30, qui est un des grands historiens français, que les progrès techniques sont apparus dans les jardins. C'est un élément que l'on voit en histoire rurale, et c'est tout à fait exact sur la taille, ou sur la manière de forcer la nature. Et l'arbre espalier est un arbre qui plaît, c'est un bel arbre. On n'aime pas les arbres qui sentent leur retour, les arbres de plein vent, c'est les arbres de la paysannerie. Donc c'est pas du tout dans la logique du jardin potager. En tout cas pour le XVIIe. 18e, ça commencera à la sensibilité, on commence à évoluer un petit peu, mais il y a quand même ce goût pour la main visible. C'est-à-dire qu'on aime une nature artificielle, dans le sens transformée par la main de l'homme. Nulle part ailleurs que dans les jardins, la nature a été autant transformée. Le jardin, on peut dire que le jardin culturalise dans le sens où le jardin donne une valeur ajoutée à ce qui pousse dans le jardin. Ce qui pousse dans le jardin est obligatoirement meilleur que ce qu'on va acheter au marché. C'est un élément qui est encore vrai aujourd'hui, mais qui est visible à l'époque moderne. Là, on le voit avec un fruit qui est donné à Louis XIV. Louis XIV ne pose qu'une question, est-ce que le fruit vient du jardin? On lui dit que oui, donc le fruit ne peut être que bon. En fait, il n'est pas bon puisque la poire est encore un peu verte. Mais comme on lui a donné le fruit et que le fruit vient du jardin, le roi ne peut pas dire que le fruit n'est pas bon. C'est là où on voit que le jardin entraîne une contamination symbolique positive. Il y a une valeur ajoutée obligatoirement. Et le jardin est également le lieu de la diversité variétale. C'est là où on a la plus grande diversité variétale à l'époque moderne. On a la chance d'avoir des listes à l'époque moderne et donc d'avoir une idée un petit peu de ce qui pouvait être cultivé. Là, ce sont des semences qui viennent de Trianon. Trianon, sous Louis XV, c'est l'endroit où le roi s'amuse autour de la botanique. Et vous avez des serres et un potager particulièrement intéressant du côté de Trianon, et ce sont des semences qui sont envoyées à Ménard, donc Menard qui est un potager, donc pas très loin d'ici en fait, qui va récupérer également donc des différentes variétés, vous voyez 6 variétés de radis, 11 de laitue, 10 de melon, donc on voit quelles sont les plantes à la mode. On le retrouve également dans les poèmes de l'époque moderne, toute une littérature qui nous permet d'avoir une idée sur ces éléments-là. Et cette augmentation de la diversité variétale, on peut l'expliquer, puisque l'histoire du potager, c'est aussi une histoire des techniques. Alors évidemment, on peut l'obtenir par les graines semées et les pépins et noyaux plantés, c'est-à-dire que si vous prenez plusieurs graines et que vous les semez, vous pouvez obtenir des petites variations, des petites modifications génétiques d'une manière tout à fait naturelle. Et c'est ainsi qu'on va multiplier la diversité variétale. Même chose pour les pépins et les noyaux. À l'époque moderne, on ne sait pas fixer une variété légumière. C'est des éléments qu'on ne connaît pas. La seule façon de pouvoir fixer une variété, c'est par la greffe pour les arbres fruitiers. Donc ça, à l'identique, on peut transmettre. Pour le reste, non. Et il y a obligatoirement des mutations génétiques. Vous avez les plantes sauvages qui ont été domestiquées et donc qui sont passées de la nature au jardin, et obligatoirement, lorsqu'elles sont dans les jardins, lorsqu'elles sont engraissées, lorsqu'elles sont arrosées, lorsqu'elles sont désherbées, il y a des modifications. Le bel exemple qu'on peut vous donner, ce sont les fraisiers, par exemple, puisque pendant très longtemps, on n'a consommé que les fraises des bois, et donc on allait chercher les fraisiers des bois dans les bois, et après on les plantait dans les jardins. Donc
obligatoirement ça entraînait des modifications génétiques. Vous avez l'hybridation, donc sexualité des plantes par pollinisation de deux variétés compatibles. Donc là, ça peut entraîner de nouvelles variétés légumières ou fruitières. Et vous avez les plantes exotiques, les plantes américaines, mais ce n'est pas les plantes américaines qui vont jouer un rôle essentiel dans la diversité variétale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En réalité, c'est essentiellement par l'autoproduction de semences. Et par phénomène d'hybridation qu'on a cette augmentation de la diversité variétale. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une plus grande diversité variétale au XVIIIe qu'au XVIe. Le jardin va donc être perçu comme un cabinet de curiosité en plein air. Un cabinet de curiosité en plein air, ce qui montre bien que ce jardin est un jardin vraiment aussi d'agrément. Je vous ai mis la définition du cabinet de curiosité proposée par Christophe Commion, qui est vraiment le spécialiste de la question pour les cabinets de curiosité. Un ensemble d'objets naturels ou artificiels maintenus temporairement ou définitivement hors du circuit d'activité économique, soumis à une protection spéciale dans un lieu clos aménagé à cet effet et exposé au regard. Si on prend le jardin fruitier potager, en fait, il répond parfaitement à ce cabinet de curiosité en plein air. Si vous reprenez les chambres à fruits de Versailles, c'est bien un lieu qui a été prévu pour protection spéciale et qui a été vraiment aménagé à cet effet. Donc, si vous prenez la notion d'objet naturel ou artificiel, une nouvelle variété de pêche, c'est une curiosité naturelle dans la culture d'Ancien Régime. Avoir des petits pois primeurs en janvier, c'est une curiosité naturelle au XVIIe siècle. Avoir des arbres fruitiers taillés en espalier, c'est une curiosité artificielle. Donc vous avez tous ces éléments qui font que le jardin fruitier, potager, est un élément qui renvoie à la curiosité. On le voit par exemple avec cette sélection du cardon à l'artichaut. L'artichaut, si vous prenez, je vous ai mis différents représentation, si vous voulez arriver au camus breton, tel qu'on le consomme dans le nord de la France, il ne faut pas oublier que l'ancêtre, il est là. L'ancêtre de l'artichaut que nous consommons, c'est un cardon sauvage des pourtours méditerranéens qui a été sélectionné dès l'Antiquité. Imaginez l'histoire que ça représente. Imaginez ce qu'on peut faire si on fait une histoire du végétal et que l'on essaye de comprendre, on essaye d'historiciser le végétal. Ce travail de sélection. On a sélectionné une plante sauvage pour le bouton floral afin d'arriver à ce qu'on consomme aujourd'hui. Et l'artichaut est clairement une curiosité pour la population. C'est une curiosité parce qu'on ne sait pas trop est-ce un légume, est-ce une fleur, est-ce un fruit. Nous on sait aujourd'hui que c'est un bouton floral, donc quand on se pose la question. C'est un fruit qui a comme des écailles. C'est un fruit ou un légume qui à l'intérieur a du foin, surprenant. Et là, sur cette nature morte, le jeu, c'est en fait entre la carapace et l'intérieur. Qu'est-ce que cache la carapace? Qu'est-ce que cache la carapace du homard? Qu'est-ce que cache la croûte du pâté? Qu'est-ce que cache l'écorce de l'agrume? Qu'est-ce que cachent les écailles de l'artichaut? Et là, vous avez bien une culture de la curiosité. L'artichaut, en plus, est un aphrodisiaque, donc ça est perçu comme un aphrodisiaque. On est convaincu que ça permet d'obtenir des enfants mâles, et donc l'artichaut renvoie à toute une symbolique sexuelle et galante, qui est aussi un des éléments à prendre en compte pour comprendre l'engouement pour le jardin fruitier potager. Autre élément, la culture de primeur et le fait de pouvoir produire le plus rapidement possible en saison. On adore les primeurs, parce que les primeurs, c'est une façon de montrer qu'on est différent du reste de la population. Quand on peut consommer des petits pois en décembre ou en janvier, alors que pour l'immense majorité de la population, l'objectif c'est de savoir si on aura suffisamment de grains et pour pouvoir manger à sa faim. N'oubliez pas qu'on meurt encore de faim en France sous le règne de Louis XIV. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut aussi replacer ces progrès techniques. Là, vous avez un Italien envoyé par le grand-duc de Toscane, qui fait un tour d'Europe occidentale et qui doit observer toutes les spécificités, une sorte d'espionnage industriel en gros. Et en Île-de-France, il va visiter les potagers, ce qui n'est pas innocent. Il va voir les potagers et il décrit quoi? La culture sur couche. Donc vous avez ici le fumier et le terreau. Le fumier qui permet par la décomposition des excréments de provoquer de la chaleur et le terreau qui évite que les racines des légumes soient directement dans le fumier, sinon évidemment les racines brûlent et vous n'aurez pas de production. Mais le feu, la chaleur produite par le fumier permet d'accélérer le cycle végétatif.
C'est un élément qu'on va retrouver également sur cette nature morte, où là vous avez un superbe cardon. Le cardon, c'est un cousin de l'artichaut, c'est la même plante, ça vient également d'un cardon sauvage. Là, on a simplement sélectionné les plantes pour avoir les tiges les plus épaisses possibles. Le cardon, là vous avez un superbe cardon, qui est un cardon où on voit qu'il y a une sélection. On le voit à la grosseur des côtes. On voit qu'il a été arrosé, sinon on n'aurait pas une telle épaisseur. On voit également qu'il a reçu du fumier, qu'il a été engraissé. Et à la couleur blanche, on voit qu'il a connu la technique du blanchiment, qui est une façon de priver une plante de la lumière afin de réduire son amertume. Ce qu'on fait aujourd'hui pour les endives, par exemple. Et on le voit, il y a deux indices qui le montrent, c'est même plus que des indices, c'est des preuves, la blancheur et le fait qu'il est courbé. Il est courbé parce qu'on l'a mis sur le sol pour mettre de la terre par-dessus. Donc à partir de cette nature morte, on peut aussi travailler sur la culture horticole et ce que l'on fait réellement dans les jardins. Alors, vous avez également les cloches et les châssis qui permettent de protéger les jeunes pousses. Et là, c'est lié à la technique du ver blanc, c'est lié à des progrès techniques dans la production de ver blanc en Europe occidentale. Les cloches en verre, ça se développe à partir du XVIIe. Les châssis, c'est une fin XVIIe, début XVIIIe. Mais on est dans ces véritables progrès techniques. Et le progrès technique peut aller jusqu'à produire des plantes exotiques dans les serres de l'aristocratie. Alors les serres, il n'y a que les aristocrates qui peuvent se les payer, et évidemment les fermiers généraux, les grosses fortunes françaises du XVIIIe. Et concernant l'ananas, vous avez une véritable rivalité entre les grandes puissances maritimes européennes pour le XVIIIe entre la France, les Provinces-Unies et le Royaume-Uni, à qui arrivera à produire en premier un ananas en Europe, qui est une façon de montrer qu'on a acclimaté l'exotisme en Europe même, qui est une façon de montrer que l'Europe est au centre du monde. Et en plus, l'ananas est intéressant parce qu'il y a des formes d'épines, il y a comme des écailles, il y a cette sorte de couronne végétale qui est évidemment intéressante pour cette société. Et là, vous avez un portrait du premier ananas qui a poussé à Versailles, au Trianon, dans la serre du Trianon. Louis XV est tellement fier de ce premier ananas qui est produit en France qu'il demande à son portraitiste Oudry d'en faire le portrait. Donc on a des représentations de fruits et légumes qui sont réellement des portraits, comme on fait des portraits de chiens à l'époque moderne, c'est-à-dire de vrais chiens qui ont réellement vécu et pas des modèles d'atelier. C'est un élément aussi à prendre en compte si on veut travailler sur les natures mortes. Et ce jardin peut être compris comme une sorte de résumé des richesses de la France. C'est un élément que l'on peut voir dans ce texte-là où on nous évoque les différents pommiers qui poussent dans les jardins autour de Paris et qui viennent de l'ensemble du royaume. Et c'est un élément que l'on peut voir également au potager du roi à Versailles, où si on prend un thème classique de la théorie économique mercantiliste du XVIe, XVIIe qui montre que la France est un monde, on peut très bien, dans ce cas-là, comprendre le potager fruitier aristocratique comme une France. Et donc on peut penser que le potager du roi à Versailles est une sorte de résumé des richesses de la France au pied du château. C'est un élément qui semble d'autant plus possible comme interprétation que vous avez deux axes pour Versailles. Vous avez l'axe majeur qui est l'axe est-ouest, avec au pied de la Galerie des Glaces un parterre d'eau avec des statues qui représentent les fleuves et rivières de France autour de ce parterre d'eau, ce qui veut dire que concrètement, et là personne ne peut dire le contraire, on a une carte de France au pied de la Galerie des Glaces, et après l'envoi vers la Nouvelle-France. Alors, et dans ce cas-là, dans l'axe mineur qui est nord-sud, on peut très bien comprendre que le potager du roi, c'est un résumé des richesses de la France. Donc là, on retrouve un peu le cabinet de curiosité. Ce cabinet de curiosité, les adresses circulent. Il y a une invitation à visiter ces jardins. Et pour terminer, le temps passe, dernier élément pour bien vous convaincre que le jardin fruitier potager est un jardin à travailler en histoire. Il n'y a pas que les jardins de Lenôtre, il y a aussi le potager. Le potager, à mon avis, est peut-être même plus intéressant pour bien comprendre le fonctionnement de cette société.
deux textes très classiques des Lumières. La conclusion de Candide, il faut cultiver notre jardin, qui n'est pas qu'une invitation métaphorique, c'est aussi très concret, c'est la douceur de vivre des Lumières, et ce qui est décrit ici, Constantinople, il faut le remplacer par Paris, les fleuves indiqués, il faut comprendre que c'est la Marne, que c'est la Seine, que c'est l'Oise, etc. C'est le modèle de la Maison des Champs, avec son jardin fruitier potager, avec les valeurs de la société d'Ancien Régime. À l'inverse, si vous prenez Émile ou de l'éducation, Rousseau critique la société du XVIIIe siècle, il considère comme une société dénaturée, et il commence par quoi? Il commence par critiquer le potager, comme si le potager était pour lui le symbole de la société d'Ancien Régime. Le potager, tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme, il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre, il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons. Toute la modernité du jardin fruitier potager. Il mutile son chien, son cheval, son esclave, il bouleverse tout, il défigure tout, il lève la difformité, les monstres, donc les jardins, les arbres taillés. Il le faut dresser pour lui comme un cheval de manège, etc. On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Si vous voulez comprendre ce texte-là, il faut voir la place centrale du jardin fruitier potager dans la société d'Ancien Régime. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question. Pourquoi le jardin potager, qui est un lieu d'agrément, un lieu de plaisir où on se promène durant l'Ancien Régime, pourquoi ça devient un lieu que l'on va progressivement cacher, mettre au fond? Est-ce que c'est l'influence du jardin à l'anglaise au XVIIIe, ou est-ce que c'est parce que on a perdu le sens de du plaisir d'aller dans le potager? Alors, en fait, si on prend le XIXe siècle, le potager reste un signe de bourgeoisie, et c'est encore un jardin que l'on peut montrer, présenter. Vous avez le célèbre tableau de Caillebotte, un jardinier qui montre bien cette culture bourgeoise du potager. Le potager va vraiment être ringardisé en France pendant l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre après 1945 pour avoir une forme d'archaïsme associée au potager. Le potager va être associé au rationnement de la guerre, va être associé à l'idéologie de Vichy, parce que Vichy va essayer d'utiliser les jardins ouvriers pour mettre en avant le principe que la terre ne ment pas, etc. Et le potager, ça renvoie à cette vieille Europe rurale. Et le modèle à partir de 1945, c'est quand même de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'American Way of Life, et il n'y a pas de potager au pied des buildings à cette époque-là. Les potagers au pied des buildings, il faudra attendre les années 1970. Et donc vous avez à peu près ce que parfois les contemporains s'appellent les 30 glorieuses, mais je crois que le terme est maintenant discuté, où vous avez une remise en question du potager. On a l'impression que le potager va disparaître, une sorte de chronique d'une mort annoncée. Et en réalité, le potager va redevenir tendance à la fin des années 70 et le mouvement va s'accélérer jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire concrètement que les historiens qui ont travaillé sur les jardins sont des historiens qui sont dans la culture des 30 glorieuses et donc qui ne s'intéressent pas au potager. Les seuls qui vont s'intéresser un petit peu au jardin, ce sont les ethnologues et les géographes par les jardins ouvriers pour travailler sur un élément de la culture populaire. Et pendant très très longtemps en France, quand on parlait des potagers, la profondeur historique, c'était l'abbé Lemire, c'était fin 19e, début 20e, les jardins ouvriers. Comme s'il n'y avait pas eu d'histoire avant. Alors qu'en réalité, sur la très très longue durée, le potager, c'est un élément central, où il y a énormément de valeurs très très positives. Et les éléments qu'on retrouve aujourd'hui, l'idée que le potager serait une sorte de contre-modèle, qu'il y aurait un militantisme au potager, ces éléments-là, en réalité, on peut les voir dans le temps historique, parce que le potager a toujours été une sorte de havre de paix, opposé à la violence de la société, que ce soit la violence militaire, que ce soit la violence sociale. Pendant très longtemps, le potager, là je parle que des élites, mais pour une grande partie de la population, c'est aussi une question de survie, d'avoir le potager. Et quand le potager est associé uniquement à la survie, obligatoirement il est dévalorisé. Mais là, comme il y a un retour du potager de villégiature, obligatoirement, ça ne peut que réenchanter le potager. Oui, madame, je crois que... Oui, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a un moment où
Le jardin médicinal et le jardin potager sont toujours mutuellement exclus l'un de l'autre, parce que ça commence à... Alors, ça dépend dans quel milieu. Si vous êtes dans les jardins monastiques, là, il y a bien un jardin médicinal, qui est en principe près de l'infirmerie, et vous avez un jardin fruitier potager. Et vous avez également le cimetière, qui est géré comme un jardin. C'est un élément qu'on voit très bien, par exemple, sur le plan de Saint-Gall, pour avoir une idée de l'organisation d'un jardin monastique. Pour le reste de la population, les plantes médicinales, qu'on appelle les simples, sont mélangées dans le potager parce que vous avez des condiments qui sont utilisés à la fois comme simples et comme aliments. Par exemple, le fenouil. Le fenouil est utilisé pour la digestion à l'époque moderne. On fait de la fenouillette, on fait distiller la graine de fenouil, ou on fait des tisanes à partir du fenouil pour la digestion, mais on utilise également le fenouil pour aromatiser les plats. Donc, ce qui veut dire concrètement que vous avez une partie des plantes du potager qui sont aussi des plantes médicinales. Après, vous avez les jardins botaniques associés aux universités de médecine, aux facultés de médecine, où là, on est davantage du côté du simple. Par exemple, pensez au jardin botanique de Montpellier. Montpellier, c'est la grande université de médecine du royaume. Et là, vous avez un très très beau jardin. Un tour de Lièvre. Oui, non, mais toi, t'es pas là. On parle d'un jardin médicinal. Et une petite question. Vous nous avez parlé donc des jardins de l'aristocratie. Oui, oui. Mais le petit peuple n'avait pas de jardin potager. Ah si, les paysans ont des jardins potagers. C'est même souvent la dernière parcelle de terre qui est possédée. Le bloc maison-jardin. Et le jardin il est essentiel dans l'économie quotidienne parce que le jardin n'est pas soumis à la dîme, sauf si c'est un jardin maraîcher, là il y a vente. Mais donc c'est un des seuls espaces où il n'y a pas de perception de l'impôt. Le jardin n'est pas lié à des règlements communautaires, c'est-à-dire vous pouvez cultiver ce que vous voulez dans le jardin, alors que ce n'est pas vrai en plein champ ou dans les vignes. Il y a des règlements de police des champs à appliquer et vous pouvez donc multiplier les productions dans votre jardin. Donc il y a vraiment un investissement très très important dans le jardin fruitier, potager, et c'est un complément essentiel pour l'alimentation. Le problème, c'est qu'on est incapable de pouvoir chiffrer l'apport. Et si on ne prend pas en compte le jardin fruitier potager, on est dans une vision totalement misérabiliste de la paysannerie française. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on ne peut travailler l'alimentation paysanne qu'à partir du marché, et donc à partir de ce qui est acheté, les céréales et la viande, ça devient une vision qui est caricaturale en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un traitement céréal. Donc il faut accepter de faire de l'histoire sans forcément passer par le céréal. Et de prendre en compte. Fait que quand on nous explique, par exemple, les avitaminoses, il y en a beaucoup qui sont plutôt du fantasme de l'historien, parce qu'en réalité, il y a les fruits et légumes, et évidemment qu'on les mange. Après, allez le prouver. Donc, ça veut dire, par exemple, les mutations, on sait que ça a eu lieu, obligatoirement dans les jardins paysans aussi. On est capable de le documenter pour les jardins aristocratiques. Par exemple, le fraisier, on a la chance d'avoir les travaux du Chêne qui travaille à Versailles au XVIIIe et qui nous présente des cas d'hybridation de fraisiers. Donc, c'est très documenté. Il est très probable que ça ait eu lieu également dans des jardins paysans, mais là, on n'a aucune trace dans la documentation. Mais comme la logique, c'est l'autoproduction de semences, il y a eu des modifications variétales dans tous les jardins du pays, obligatoirement. La pomme de terre, c'est ça aussi. Hein. La pomme de terre, on ne multiplie pas la pomme de terre en plantant les tubercules à l'époque moderne. On multiplie les pommes de terre par la semence. Donc obligatoirement, entre les deux pommes de terre qui sont arrivées au XVIe et ce qu'on peut avoir au XVIIIe, on a une diversité variétale bien plus importante. Et il est évident qu'on a des pommes de terre en Europe au XVIIIe qui n'existent pas, ces variétés-là, du côté du Pérou. Parce que c'est lié tout simplement aux mutations obtenues en Europe et aux hybridations quand ces plantes se sont croisées. Oui. Comment vous interprétez le retour du modèle du jardinier maraîcher avec quelqu'un comme Fortier par exemple enfin voilà, cette image d'une forme d'agroécologie autour de la réunion du jardin et du maraîchage professionnel. Alors c'est aussi c'est une manière d'utiliser un terme positif qui est jardin. C'est-à-dire que de cette manière-là, on va mettre avec le maraîchage les valeurs positives du jardin.
Les valeurs positives du jardin, c'est le don, c'est l'antonyme du marché, etc. Ce qui n'est pas le cas du maraîchage. Mais en parlant de jardinier maraîcher, on anoblit ou on oublie le marché pour passer par le jardin. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là. Et l'autre élément important, qui est une question que se posent tous les urbanistes actuellement, c'est de savoir comment on réintroduit de l'agriculture en ville. Et probablement que la meilleure façon de pouvoir convaincre les habitants qu'on réintroduit de l'agriculture en ville, c'est de passer par l'image positive du jardin maraîcher. Ou du jardinier maraîcher. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là. Si vous prenez des jardins solidaires, comme par exemple les jardins du cœur, en fait c'est du maraîchage, ou des cultures en plein champ. Mais ils utilisent le terme de jardin, parce que jardin, il y a derrière tout un imaginaire très positif. C'est la même chose sur ces potagers. L'engouement actuel pour les potagers en ville, c'est le potager authentique avec de la terre. Quand vous évoquez par exemple des cultures hydroponiques, c'est-à-dire les plantes qui sont directement dans un liquide avec des nutriments, c'est pas ça que le citadin veut voir. Et pourtant, si on veut produire plus massivement en ville, c'est l'hydroponique qui compte. Et donc, j'imagine que jardin maraîcher, ça permet d'éviter de mettre trop en avant les cultures hydroponiques ou ce qui est trop éloigné de la terre ou de l'imaginaire qu'on peut avoir de la terre. Pour des générations de citadins qui ont été coupés du potager. Ce qui est le cas de cette génération des 30 Glorieuses, où le potager ne s'était maintenu que comme un loisir de retraités, mais dans beaucoup de familles, il n'y avait plus le potager. Dans les résidences qui ont été construites dans les années 70, le potager était interdit. Dans beaucoup de règlements de copropriété, le jardinage était interdit. Donc il y a eu une rupture de quelques décennies concernant le rapport de la population au potager. Et ça commence à changer. Merci à vous. Pour les élèves qui sont venus à individuel, merci de nous donner par votre billet aussi, donc vous venez ici en Regarde.